Quels sont ces micro-organismes qui vont s'attaquer aux insectes et qui sont donc entomopathogènes? Donc en fait, on a plusieurs catégories, un peu toujours des mêmes, des virus, des bactéries, des champignons. Et simplement pour vous montrer la diversité, encore une fois, des possibilités qui existent, et on verra par rapport à ce qui est commercialisé. Donc 1600 virus d'insectes existent, 750 espèces de champignons entomopathogènes existent. Sur les bactéries, je n'ai pas trouvé l'information. Alors peut-être que j'ai mal cherché, mais j'ai beaucoup cherché sans trouver en tout cas. Donc j'imagine que c'est un ordre de grandeur qui est aussi important. Donc je vais essayer de repasser, voilà. Donc si on prend la première catégorie, donc si on parle des virus entomopathogènes et si on regarde ce qui est proposé dans la liste de biocontrôle, donc ANSES et IFI, en fait on s'aperçoit qu'il y a 4 produits qui sont aujourd'hui commercialisés, que ces produits ils sont très spécifiques, d'abord par rapport à l'espèce qu'ils vont pouvoir tuer, et puis aussi par rapport à la catégorie dans laquelle appartiennent ces espèces, la catégorie taxonomique, ce sont tous des lépidoptères. Donc, ils sont homologués sur plusieurs types de cultures, essentiellement arbres fruitiers et cultures maraîchères. Et comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont aujourd'hui très spécifiques, donc qui vont atteindre une seule cible, c'est-à-dire une seule espèce. Donc, qui sont ces virus-là et à quelle catégorie taxonomique ils appartiennent? Donc, ce sont tous des espèces de la famille des baculovirus, donc des baculoviridés. Ils font leur réplication dans le noyau des cellules qu'ils atteignent. Et à l'intérieur même des 4 produits qui sont aujourd'hui commercialisés, en fait, on a 2 genres. On a le genre qui est le genre de la granulose, donc granulosis virus, ici. Et puis, on a le genre de polyèdre nucléaire en français, donc nucléaire polyhydrosis virus en anglais. Donc en fait, on a déjà 2 grandes catégories, et ce qui va distinguer ces 2 grandes catégories, bon, à part les particularités histologiques ou morphologiques, c'est-à-dire qu'ici on a une seule particule virale à l'intérieur de la capside et ici on en a plusieurs, c'est qu'ici on a des virus qui sont spécifiques aux lépidoptères, tandis que sur cette deuxième catégorie, on a des virus qui s'attaquent effectivement majoritairement à des lépidoptères, mais qui peuvent aussi attaquer d'autres catégories taxonomiques comme des hyménoptères et des diptères. Donc ici, c'est la même chose, simplement pour vous montrer qu'il y a de nouvelles catégories qui ont surgi aujourd'hui, justement en fonction de cette spécificité par rapport à l'autre qui peut être attaqué. Et donc la spécificité de ces grands groupes, elle se joue au niveau des ordres, des diptères, des hyménoptères et tous ceux-là qui appartiennent soit des granulovirus, soit des nucléaires polyhydrosis virus attaquent des lépidoptères. Alors, si on regarde le cycle de développement, parce que l'important, c'est de connaître la biologie de ces organismes, donc comment ça se passe? Donc, la première chose, c'est que les virus atteignent finalement leur cible et arrivent à tuer leur cible que parce que la cible est capable de manger ces virus. Donc, ils agissent par ingestion, et donc c'est l'étape primordiale et indispensable pour que finalement l'infestation et l'infection de l'hôte ait lieu. Donc, la chenille va ingérer le virus va se retrouver à l'intérieur du corps de l'insecte et notamment à l'intérieur du tube digestif. À l'intérieur du tube digestif, il y a des particularités en termes de pH particulière, c'est-à-dire un pH alcalin. Et ce pH alcalin va permettre la dissolution du polyèdre dans lequel est le virus. Et ce polyèdre va se dissoudre et il va contenir des toxines qui vont commencer à attaquer les cellules épithéliales et qui vont permettre finalement au virus qui est libéré de pouvoir pénétrer plus facilement à l'intérieur de ces cellules épithéliales, donc du tube digestif. Ensuite, il y a la multiplication de ces virus à l'intérieur de ces cellules. Donc ici, ça ne marche pas. Ici, je vous ai mis juste une photo qui vous montre comment en fait, le virus peut atteindre le noyau. Donc, il va circuler à l'intérieur du phytoplasme. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, il se sert finalement de la membrane de son hôte pour pouvoir être encapsulé et être protégé par rapport au système immunitaire de l'hôte. Donc, d'où des systèmes de spécificité et qui expliquent la spécificité dont on parlait tout à l'heure. Donc, ensuite, il se retrouve dans le noyau, puis il se réplique, etc. Puis, il va falloir ressortir du noyau et il va former une première type de particules virales qu'on appelle des buds, donc virus ou encore des virus bourgeons, si vous voulez, en français, donc qui ont cette forme-là et qui vont ensuite se propager de cellule en cellule, de proche en proche. En phase terminale de l'infection, on a de nouvelles types de virus qui sont formés et en fait, les virus
continue à se répliquer, mais on va avoir la formation du polyèdre qui encapsule le virus et qui va permettre ensuite au virus d'être encapsulé, mais aussi de pouvoir se propager. Et donc c'est cette phase-là qui permet finalement la libération des particules virales et l'infection d'autres insectes. Donc les symptômes qui sont provoqués par ce type de maladie, on va dire. Donc tout d'abord, on a un arrêt du développement larvaire grâce à des enzymes virales et des enzymes qui miment, si vous voulez, ou qui sont des analogues des hormones qui sont produites par l'insecte lui-même, donc des hormones virales ecdysothyroïdes. Voilà, donc il y a le nom un peu barbare qui est ici, et qui agit sur la synthèse de l'ecdysone, donc avec un arrêt de développement comme conséquence. Ensuite, on a aussi des enzymes virales qui vont agir sur le comportement et qui vont modifier le comportement de l'insecte et le faire... le faire bouger autrement que ce qui bougerait d'habitude. Donc en fait, il va monter sur la plante, et cette montée sur la plante en fait favorise l'infection parce qu'il va pouvoir se déplacer davantage et donc balader ses virus un peu partout. Et ensuite, le corps devient plus large, il se liquéfie parce que les cellules éclatent, et puis ça permet finalement aux polyèdres viraux d'être libérés. Donc ça aboutit à la mort de l'insecte entre 5 et 4 jours, et on préfère appliquer ça sur des jeunes larves pour éviter qu'elles ne mangent avant qu'elles ne meurent. Voilà, donc les problèmes, c'est l'action lente de ces virus, parce que comme je viens de le dire, ils peuvent manger avant de mourir, donc continuer à faire des dégâts, et une certaine sensibilité aux UV. Donc si on regarde quelles solutions pourraient être proposées, ou enfin au moins étudiées, parce que ça sort que de mon imagination, en fait on peut atteindre... il y a plusieurs problèmes. Est-ce qu'on peut atteindre un spectre plus large d'insectes ? D'accord ? Donc pour élargir le champ des possibles et le champ des cibles. Est-ce qu'on peut permettre une mort plus rapide de l'insecte ? Et est-ce qu'on peut permettre une stabilité plus importante des particules virales dans l'environnement ? Donc ça, il y a peut-être d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé. Et les réponses qu'on peut trouver, c'est d'abord la diversité des virus. Il y en a 4 qui sont commercialisés. Il y en a des centaines potentiellement entomopathogènes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Il n'y a qu'une seule famille qui est étudiée, alors qu'il y en a plusieurs dizaines qui existent dans lesquelles on va trouver des virus entomopathogènes. Le deuxième voie qu'on peut proposer, c'est d'avoir une meilleure connaissance des interactions entre le virus et l'hôte, et notamment des phénomènes de spécificité qui pourraient passer par des séquençages des génomes viraux, ce qui est à mon avis assez simple aujourd'hui. Ça a été fait pour certaines espèces, et donc on pourrait enfin atteindre certaines protéines et déterminer leur fonction et ensuite pouvoir agir dessus. Donc il y a des gens qui ont même travaillé sur des baculovirus transgéniques pour améliorer l'efficacité transgénique en leur attribuant, en fait, en introduisant dans leur génome des toxines de bactéries, par exemple, donc pour augmenter la rapidité de l'infection et la mort de l'insecte. Et il y a des gens qui ont travaillé aussi sur des formulations dans lesquelles on va mélanger des baculovirus pour augmenter finalement la diversité des cibles qui seront touchées. En termes de formulation, les virus peuvent être aussi encapsulés pour limiter leur dégradation, notamment par rapport à l'action des UV. Donc sur les bactéries, donc là aussi, si on regarde ce qui est commercialisé, on a toujours ce fameux chiffre 4, donc avec des bactéries qui appartiennent toutes au genre Bacillus, avec 3 bactéries qui sont des Bacillus thuringiensis avec des souches différentes, et un Bacillus firmis qui, lui, est plutôt ciblé sur les nématodes. Donc parmi les cibles, on a essentiellement chez les insectes, des lépidoptères et des coléoptères, donc une spécificité à nouveau vis-à-vis de l'hôte, et ces bactéries sont toutes isolées à partir du sol, ce qui expliquera aussi leur sensibilité par rapport aux UV. Donc là, si on regarde le cycle de développement, c'est une bactérie embâtonnée, d'accord, avec un noyau et puis avec des spores à l'intérieur de cette bactérie qui va sporuler, et cette sporulation va permettre un maintien de ces bactéries dans l'environnement, et en même temps qu'elle sporule, elle va produire des toxines. Donc tout le monde connaît les toxines CRI, donc cristal, mais il y a aussi d'autres types de toxines 6 qui sont des toxines cytolytiques. Donc il y a 603 sous-familles de protéines. Il y a une base de données internationale où on peut trouver l'ensemble de ces toxines. Et pour le cycle de développement de cette bactérie, c'est aussi une bactérie qui agit par ingestion, c'est-à-dire que si l'insecte ne peut mourir que s'il a mangé la bactérie. La bactérie va être ingérée, il va y avoir une dégradation du cristal, et ce qu'on appelle dans la
littérature, il va y avoir une activation de ce cristal. En fait, une activation, c'est quoi? C'est que parce qu'elle arrive dans un pH particulier, il va y avoir une dégradation de cette protéine. Et il va y avoir aussi une dégradation par des enzymes du tube digestif. Et en fait, c'est cette dégradation qui va permettre l'activation, c'est-à-dire la formation de toxines, donc de bouts de protéines qui vont être actives. Ces bouts de protéines vont venir se fixer sur des récepteurs spécifiques. Donc certains ici ont été identifiés. Et donc ces récepteurs spécifiques vont permettre à la toxine de pénétrer à l'intérieur des cellules du tube digestif et ensuite de trouer finalement ces cellules du tube digestif. Et puis s'ensuit des problèmes un petit peu pour l'insecte. Les cellules éclatent, l'insecte se paralyse, arrête de s'alimenter. On observe des désordres physiologiques et puis petit à petit une septicémie complète de l'insecte et la mort. Donc les problèmes qu'on peut identifier, vous savez tous que Bt, il y a des résistances parce que c'est une seule molécule protéique donc une seule toxine. Parfois, on observe aussi que l'ingestion n'est pas suffisamment importante ou que les doses qui sont appliquées ne sont pas suffisamment importantes pour entraîner une mort sur des larves qui sont un petit peu âgées. Et l'autre problème, c'est évidemment la spécificité. Donc ici, ce schéma vous montre finalement l'ensemble des toxines CRI et même CIT qui sont en couleur rouge, qui ont été identifiées. Donc les CIT, ça a été beaucoup étudié chez les diptères et notamment chez les moustiques, pour pouvoir utiliser d'autres types de molécules qui tuent ces vecteurs de maladie. Donc vous voyez la spécificité qui peut exister et aussi la diversité. Alors, quelle perspective on peut imaginer à nouveau? Donc une diversité de bactéries peut exploiter, ça c'est assez évident, puisque même dans les Bacillus thuringiensis, on a des souches, notamment contre des coléoptères du sol, qui sont commercialisées ailleurs qu'en France, mais en France ou en Europe, c'est pas commercialisé. On a d'autres bactéries que des bacillus, et notamment d'autres que des bacillus et d'autres que des Bacillus thuringiensis. Je vous ai mis quelques noms ici de ces bactéries-là, et puis ici vous avez un schéma avec tout le champ des possibles de bactéries entomopathogènes. Donc ces bactéries, on trouve dans la littérature qu'elles ne sont pas utilisées parce que leur cycle est complexe. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est sûrement qu'on ne le connaît pas bien. Et puis aussi parce que certaines, en fait, ont des cousines proches qui peuvent être des pathogènes humains, quoi. Ensuite, il y a des mécanismes, des études qui pourraient être réalisées sur des mécanismes de l'infection par rapport à la spécificité. Donc, ces fameux récepteurs, comment ils agissent? Est-ce qu'on peut les modifier? Comment se passent les relations de spécificité entre l'insecte et le virus? Et puis, récemment, on a montré aussi qu'il peut y avoir des synergies entre les différents types de toxines, CIT et CRI, parce que finalement, quand la toxine CRI va s'accrocher sur le récepteur au niveau des cellules épithéliales, il semblerait que les protéines CIT aident finalement à cet accrochage et permettent aussi de limiter les phénomènes de résistance à Bacillus thuringiensis, enfin à la toxine CRI. Et on pourrait aussi penser à l'augmentation de la consommation, donc ça existe, où en fait on peut pulvériser du sucre pour rendre finalement la bouillie qu'on va amener sur les plantes plus appétante pour l'insecte, qu'il en mange plus et donc qu'il s'intoxique plus vite. Enfin, pour les champignons entomopathogènes, encore une fois, 4. Donc, c'est pas fait exprès. Donc, on a plusieurs espèces. Là, la particularité, c'est qu'on a des espèces qui appartiennent à des genres différents. Et on a pas du tout de spécificité. C'est-à-dire, en tout cas pour Beauveria bassiana, c'est un champignon qui est polyphage ou polyparasite, donc qui peut s'attaquer à tout un tas d'ordres d'insectes. Et ici, les autres formulations, qui sont d'autres espèces de champignons, peuvent attaquer essentiellement des piqueurs-suceurs et des acariens. Donc tous les champignons qui sont commercialisés aujourd'hui appartiennent au même groupe des Iphomycètes. Ce qu'il faut savoir, on le verra tout à l'heure, il y a d'autres espèces de champignons entomopathogènes dans d'autres groupes, mais encore notamment des entomophthorales qui sont peu étudiées, qui peuvent être étudiées mais qui ne sont pas utilisées. Donc concernant le cycle de développement, très rapidement, en fait tout se passe au début par un contact. Donc contrairement aux bactéries, aux virus, il n'y a pas besoin d'ingestion. Donc là, le champignon agit par contact, mais le contact, il faut qu'il ait lieu. Donc en fait, il faut que la conidie, elle arrive à se coller sur la cuticule de l'insecte. Et donc ça passe par plusieurs phases, des phases physiques avec des relations électrostatiques où il faut qu'il y ait les molécules qui interagissent entre elles de façon correcte au niveau physique. Et ensuite, il y a aussi des mécanismes au niveau chimique où en fait, il y a certaines molécules au niveau de la cuticule de l'insecte qui vont permettre la germination
de la conidie et qui vont ramollir, si vous voulez, la cuticule pour permettre une meilleure pénétration. Donc la germination de la conidie, elle est très dépendante des conditions environnementales et notamment de l'hygrométrie. Ensuite, on a une pénétration à l'intérieur de la cuticule avec la formation d'enzymes et ensuite la colonisation de l'hémolymphe par du mycélium qui produit des toxines. Voilà, donc il y a certaines toxines de champignons qui sont connues et qui pourraient, ma foi, peut-être être utilisées aussi en tant que telles si ça n'a pas été étudié. Donc ensuite, l'insecte meurt, il y a sporulation et le cadavre par lui-même est rempli, est couvert de mycélium et de conidie qui vont ensuite se disperser dans l'environnement. Donc là, le problème, c'est la sensibilité aux UV, parce que comme pour les bactéries, ces champignons se retrouvent généralement au niveau du sol. Il y a une variabilité de l'efficacité très importante. Et là, on se demande, est-ce que c'est par rapport à la souche? Est-ce que c'est par rapport à l'espèce? Est-ce que Beauveria bassiana, c'est une, plusieurs espèces? Donc il y a quand même des problèmes taxonomiques à résoudre importants. La germination des conidies, je l'ai dit, est très dépendante des conditions environnementales. C'est un champignon, donc comme tous les champignons, il aime l'humidité. Et donc il faut qu'on assure ces conditions d'humidité pour qu'il y ait germination. Et l'autre problème, c'est aussi que l'insecte meurt peu rapidement. Alors, quelle perspective ? Donc, comme tout à l'heure, et comme pour les bactéries, comme pour les virus, en fait, on a une diversité de champignons qui est très mal connue. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres champignons qui sont entomopathogènes? J'ai parlé des entomophthorales, il y en a d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait mieux les étudier, plus les étudier, et plus voir si elles auraient un intérêt au champ? Je l'ai dit aussi, à l'intérieur d'une même espèce, on se demande s'il n'y a pas plusieurs espèces, notamment à l'intérieur de Beauveria bassiana, qui est quand même la star des entomopathogènes. Donc c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Des études aussi au niveau des mécanismes de l'infection, quelles sont les relations qu'il y a entre la cuticule de l'insecte et le champignon, comment améliorer cette attache. On a montré récemment aussi que ces champignons entomopathogènes, en fait, ils peuvent être aussi à l'intérieur des plantes, et notamment dans la rhizosphère, et qui joueraient un rôle important pour certaines plantes pour lutter contre des infections pathogènes. Donc une sorte de symbiote avec la plante, si vous voulez. Il y a des études aussi importante sur la lutte biologique par conservation. Donc comment on peut favoriser des métapopulations ou des communautés de champignons entomopathogènes dans l'environnement, un peu comme Serge l'a dit sur les insectes, mais là au niveau des champignons. Et enfin, des choses aussi un petit peu nouvelles sur des relations tritrophiques. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que deux partenaires, le champignon et l'insecte, mais il y a aussi la plante. Parce que la plante, en fait, c'est le support de l'insecte. Elle peut émettre des molécules. Ces molécules peuvent permettre aussi aux champignons de s'attacher de façon plus ou moins appropriée. Elles peuvent modifier le climat au niveau de la feuille et donc permettre des germinations meilleures de certains champignons. Donc la plante, finalement, c'est un peu l'oublié de l'affaire et on s'aperçoit que de plus en plus, elle a un rôle à jouer. Donc pour conclure, j'ai mis une diapositive et un tableau qui reprend les spécialités, le nombre de spécialités qui sont commercialisées pour chaque catégorie, virus, bactéries et champignons, leur mode de contamination, leur spécificité, la mort lente ou rapide de l'insecte et le stade sensible contre lequel il faut appliquer ces produits. Donc l'action sur les auxiliaires, c'est aussi important puisqu'on parlait tout à l'heure d'effets non intentionnels. Donc généralement, parce que les virus et les bactéries sont spécifiques, il y a peu d'impact sur les auxiliaires. Par contre, sur les champignons qui ont un spectre d'hôtes plus large, notamment Beauveria bassiana, on peut se poser des questions sur son impact sur la faune auxiliaire. Et donc là, évidemment, vu ce nombre faible, 4, et vu le champ des possibles en termes de biodiversité, mais aussi d'interaction à étudier, on s'aperçoit qu'on a besoin d'avoir plus de connaissances, à mon avis, biologiques sur ces interactions pour pouvoir proposer des solutions qui soient innovantes et appropriées. Et je vous remercie de votre attention.